Monsieur Prévost, nous sommes à la Rhumerie Saint-Maurice, à Saint-Laurent-du-Maroni. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce site, nous retracer son historique? Alors, le site de Saint-Maurice date de 1981, qui a été créé avec Jean-Pierre Prévost et monsieur Joël Amirault, tous les deux décédés. J'ai repris cette affaire en 1986 avec des difficultés techniques et avec du matériel complètement usagé. Donc il a fallu, après plus de 30 ans de labeur, et donc en 2013, nous avons tout reconstruit à neuf. Et à ce jour, on est effectivement sur une surface de 3 hectares, complètement occupée, aussi bien par le matériel de production, le matériel d'embouteillage, et aussi bien la station de traitement des rejets. Quelle est la capacité de production de l'usine? La capacité de production avait été estimée lors de sa création nouvellement modernisée en 2013, capacité de 10 000 tonnes pour une production de 1 million de litres. Aujourd'hui, depuis 3 ans, nous sommes passés de 500 000 litres d'alcool à aujourd'hui 1 million de litres. Combien de personnes travaillent sur le site? Alors le site, il a une quinzaine de salariés permanents et 5 saisonniers, ce qui fait 20 personnes. En plus, nous avons une activité aussi de plantation de canne à sucre, mais depuis 4 ans, nous avons abandonné une grande partie des plantations du fait des incendies successifs, la proximité de la ville et le développement de squats aux alentours des parcelles. Donc nous dépendons actuellement uniquement de petits planteurs au nombre de 70. Ils fournissent la totalité de la matière première, donc la canne à sucre. Et on est passé de l'année dernière de 7 000 tonnes à cette année à plus de 9 000 tonnes. L'objectif est d'arriver l'année prochaine à 10 000 tonnes, qui seront facilement atteints. Vous êtes totalement autonome de la production, de la fabrication de la canne à sucre à la production des alcools? On est totalement effectivement indépendant. Effectivement, sauf la partie de matière première, il faut savoir qu'on a créé effectivement cette activité accompagnée par la Chambre d'agriculture dans le cadre des aides qu'on peut obtenir sur la production, pas encore sur la plantation. On essaie de structurer ces petits planteurs afin de les fixer et qu'ils aient des revenus annuels qui leur permettent d'avoir un complément sur leur activité agricole. Pour la production, la totalité de la production est vendue, 99% sur le marché local. Et après des batailles avec mes homologues antillais, nous avons réussi à avoir actuellement 1000 HAP à l'export, ce qui fait que ça nous permet de pouvoir vendre sur le marché national avec une taxation réduite puisque on est sur un contingentement sur les productions export via métropole. La canne, c'est une activité saisonnière. Quels sont les mois dans l'année où l'usine tourne à plein régime, si je puis dire? Alors la canne est une activité saisonnière. La période sèche, comme vous savez, en Guyane, commence à partir du mois d'août pour se terminer au plus tard au mois de mars, avec une petite saison des pluies entre novembre et janvier. Je vous disais, cette année encore, l'année dernière, la campagne dernière, puisque là on redémarre une campagne, elle est à cheval sur 2 années, donc 2020 et 2021. On est passé de 7 000 tonnes à 9 000 tonnes, plus de 9 000 tonnes. Et donc il a fallu adapter la partie traitement des rejets, qui nous permet de pouvoir traiter 80 000 litres de rejets 7 jours sur 7. C'est en cours d'achèvement, les travaux sont terminés. Il y a quelques réglages à faire de façon à nous permettre de pouvoir réduire cette saison, puisque cette année, comme je vous le disais,
du fait de la limitation des bassins de traitement, on n'a pas pu traiter tous les rejets du jour, donc on a dû réduire notre production, et qui a fait que cette année, on va pouvoir essayer de réduire le temps de récolte. Parce que vous savez, quand il fait chaud, la canne est beaucoup plus sucrée, et donc plus de rendement. Et quand il pleut, les rendements baissent, et donc perte de productivité. Cette canne vous est fournie aussi en partie par des petits producteurs? La totalité actuellement est fournie par des petits producteurs. Ceux qui sont proches de la distillerie, donc aux environs de mes anciennes parcelles de canne, on la récupère. Les autres sont transportés par des petits planteurs eux-mêmes quand ils ont un véhicule, ou alors par des transporteurs privés. Ils vont sur des camionnettes qui vont entre 2 tonnes et 3 tonnes maximum, puisqu'elles sont limitées en termes de poids total en charge. Quels sont les différents alcools que vous produisez ici? Alors jusqu'à maintenant, on était autorisé à produire de l'alcool jusqu'à 80 degrés. Au-delà, effectivement, ça n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'on perdrait tous les arômes et ce serait vraiment de l'alcool. Donc notre production est produite entre 70 et 80 degrés maxi, qui nous permet de pouvoir faire plusieurs produits sur le marché, dont la Belle Cabresse, qui est le produit phare, la cayennaise et le cœur de chauffe. Et puis, durant la pandémie, avec le Covid-19, on a été autorisé à produire de l'alcool à 90 et qui a permis de faire des solutions hydroalcooliques. On en a produit plus de 20 000 litres qui ont été absorbés en grande partie dans le mouvement solidaire pour 10 000 litres et le reste a été repris par les pharmaciens de Guyane. Donc là, les cannes arrivent ici, elles sont déposées au sol. Là, avec la petite canne qu'on a eue, donc il attend l'espace vide pour pouvoir mettre au sol ces cannes. Donc les cannes sont mises dans ce grappin, avec ce grappin qui tourne à peu près à 180 degrés pour pouvoir récupérer les cannes de tour. En fonction de la canne, il alimente cette chaîne d'alimentation, qui normalement est régulé ici pour pouvoir avoir le niveau convenable pour ne pas avoir de bourrage comme on a eu tout à l'heure. C'est complètement automatisé, hein. Donc c'est vrai que comme on travaille à flux tendu, dès qu'on a une panne, ça fait un étranglement et l'attente de remorque. Ici vous voyez, ce sont les déchets qu'on a depuis plusieurs années qui s'accumulent. Savoir quoi faire avec, on les offre aux agriculteurs éventuellement, ça peut servir de fourrure. Donc les cannes sont acheminées, c'est complètement automatisé, on n'a qu'une personne au début qui alimente. Ici, on a des couteaux pour tronçonner la canne, on ne coupe pas la machine, on coupe manuellement, les cannes sont coupées manuellement. Ceci est caréné pour éviter les projections. Vous la voyez, elle arrive ici, elle n'a encore pas écrasé, tout ça c'est un travail de préparation. Et on a ici vraiment la pièce maîtresse, qui est le Schneider, qui va l'exploser la canne, qui va exploser. Pas explosée, elle ressort ainsi. Ici, elle n'est pas encore pressée, elle a encore tout son jus dedans. Ici, vous avez ce petit rouleau qui permet, en cas de boule, de l'égaliser. Alors, le Schneider, c'est quoi? Une espèce de marteau avec une enclume. Il y a des marteaux, vous voyez en dessous, de rechange qui permettent d'exploser la canne. On a une vingtaine de marteaux à l'intérieur qui explosent la canne. Vous avez un aimant qui permet au cas où
travail, il peut y avoir une lame, un couteau, un plat qui est resté dans le qu'on n'a pas pu extraire, et c'est retenu ici par les vents. Ça permet d'éviter d'arriver sur les broyeurs où on aura effectivement de la casse si toutefois une matière ferreuse passait. Donc vous voyez, donc là on n'a encore pas la presse, c'est encore de la canne explosée, donc défibrée, pour pouvoir permettre d'arriver sur les premiers broyeurs. Donc ici c'est l'automate de surveillance, hein, donc il y a une personne qui surveille tout ça et qui régule l'avancement du tapis. On appelle les chutes de Nelly, c'est une espèce de cendrier qui, en fonction du remplissage, ralentit l'alimentation. Et si effectivement il y a un bourrage, s'arrête à partir du moment où le tapis est suffisamment, le récepteur est plein. Une fois écrasé, vous avez donc un moteur électrique qui fait tourner 3 broyeurs, 3 rouleaux plutôt qui sont jumelés. Là-dessus, le jus est récupéré en dessous et renvoyé ici, au-dessus, pour filtration. Donc ce jus sera filtré et il servira en même temps, donc il retourne vers le bas, pour pouvoir sortir encore le sucre qui resterait éventuellement dans la fibre de canne. Sortir le jus. Donc après, deuxième passage, avec une fermeture beaucoup plus importante, puisque au départ c'est plus ouvert, là on referme un peu pour presser davantage. Là encore, troisième rôle, et en fonction de la richesse, on y ajoute de l'eau pour sortir tout le sucre qui pourrait rester encore dans la fibre. Et tout ça, encore le jus est récupéré vers le bas. Là encore, ça repart. Écrasé ici à nouveau. Et ça ressort ici, ce qu'on appelle ici la bagasse. La bagasse qui va nous servir en partie de combustible puisqu'on a besoin de vapeur pour pouvoir travailler sur la colonne de distillation. Donc une grande partie est rejetée, on fait à peu près 100 mètres cubes par jour, on estime qu'on ne fait même pas un tiers pour pouvoir avoir de la vapeur. Donc ceci est récupéré ici. Le four, hein. Le four c'est quoi? C'est fait avec des briques réfractaires. On alimente au fur et à mesure. Ça chauffe l'eau qui est sur la chaudière et de là, production de vapeur. Alors ici, c'est le surplus hein, qu'on a. On voit qu'à côté qui va être rejeté pour être stocké. Et là, en fait, c'est une sécurité qu'on a. Comme tout à l'heure, on a vu en cas de panne des broyeurs pour avoir de l'alimentation en continu, on alimente manuellement pour pouvoir garder la vapeur pour la distillation. Normalement, on en produit 3 par jour, 3 cubes de 25 000 litres. Là, actuellement, on est sur 2 cubes par jour, parce que la richesse est très mauvaise pour l'instant. C'est une cuve qui a été une fermentation hier et qui sera distillée lundi. Là, celle-là, elle est en cours de distillation. C'est une cuve qui a été produite mercredi. Donc on a la distillation qui est en cours. Et là, c'est ce qui est en cours de remplissage. Tout le jus qui est pressé. Sur les deux colonnes automatisées, on a une qui nous fait du 250 litres à l'heure et une plus grosse qui nous fait du 500 litres à l'heure.
c'est alimenté au fur et à mesure. Ça ne doit pas étouffer, de façon à pouvoir produire de la vapeur. Là, ce sont des systèmes de sécurité. Au cas où il y a trop de vapeur, ça dégage. Et là, ce sont des voyants qui nous disent que la vapeur est à l'optimum. C'est le jus qui est récupéré, hein. Le jus qui est récupéré sur le troisième moulin et qui est renvoyé pour filtration. Deuxième moulin identique, hein, jus récupéré, imbibition d'eau pour pouvoir sortir le maximum de sucre en fonction de la richesse. Et ensuite, premier broyeur qui me donne le jus vraiment pur là, parce que là il n'y a pas d'eau, c'est le jus de la première presse. Ensuite tout ça est renvoyé par le bas dans cette cuve qui alimente à nouveau les cuves de fermentation. Donc ici vous avez la cuillère qui permet d'avoir de la vapeur. Ici on a une espèce de piège pour éviter, au cas où il y avait une mauvaise combustion des bagasses, éviter que ça aille dans le voisinage par le biais de la cheminée. Donc tous les escarbilles qui ne sont pas vraiment brûlés sont retenus pour éviter la production dans le voisinage. Autorisation, hein. Avant tout ça a été fait par une machine à vapeur et là maintenant en fin de compte elle consomme de l'énergie, quoi. On est passé d'une facturation il y a 7 ans qui était de quoi, de 5 000 € par an pour toute la distillerie, on a vu les vapeurs, et là maintenant on est à 10 à 12 000 € par mois. Le cerveau de l'automatisation. On est relié avec l'électricien, donc mon j'ai English sur la métropole, au cas où on a une panne qu'on n'arrive pas à déceler. Eux, ils peuvent rentrer dans le système et nous dire où se trouve la panne. Autrement, le système, accès, égalisateur, coupe-canne, shredder, rasement, premier moulin, deuxième et troisième. Et après bagasse. Le rouleau est de cette façon, 3 rouleaux et un 4e rouleau bourreur de l'automatisation. Et là, c'est un système je dirais, de pression hydraulique, ça a surveillé. Donc, tout ça est là. Donc la partie imbibition d'eau pour pouvoir sortir le maximum de sucre qu'on va avoir dans la fibre de canne. On a la petite colonne automatisée qui est là. C'est la grosse, on a quelques soucis de réglage en ce moment avec elle, cette palier. On a un débitmètre qui permet de pouvoir contrôler qu'on a bien 200 litres à 200 litres de rhum à l'heure. Vous avez le débit, parce qu'on a vu tout à l'heure ce qu'il y avait comme on appelait le vin, donc la sortie d'alcool, on coule à 80 degrés actuellement. Savoir si le produit convient, c'est de le mettre dans les mains et de prendre de l'odeur. Et là vous allez voir que on voit les arômes et on a un petit peu l'assurance de la qualité du produit. Là on est ici sur la
automatisé. Donc vous voyez le vin, comment ça fonctionne, hein. Il est chauffé par la vapeur. L'évaporation se fait avec les alcools étant plus légers et liquéfié tout au haut de la passerelle pour pouvoir être refroidi et sur une production qui arrive dans cette cuve. On a donc un débit-mètre plus haut et tous les contrôles qu'on a besoin. Et tout ça, on est en zone ATEX, parce que c'est un peu explosif, hein, par sécurité. La production. Ça, c'est Florence qui contrôle tout ça, donc elle me fait quelques prélèvements chaque jour pour voir un petit peu les estimations de rendement attendues, quoi. On est en phase d'équipement pour pouvoir permettre d'aller encore mieux en termes de qualité et en termes de régularité, quoi. C'est là qu'on réduit au degré. On le coule à 80 et ici on a des coups de 120 de façon à le réduire au degré de vente, hein, 50 ou 55, plus 55 en majorité. Et pour avoir un produit type et surtout respectueux des goûts de nos consommateurs, on a installé un osmoseur qui nous permet d'avoir une eau neutre, parce qu'on récupère l'eau de la ville. Et comme l'eau de la ville aussi a des variantes en fonction de la saison, on a eu à un moment donné même de l'eau salée sur Saint-Laurent. Donc on a acquéri donc, un osmoseur qui permet d'avoir une eau pour compenser la réduction au degré. Voilà. À combien s'évalue l'investissement ici en termes d'équipement? Écoutez, c'est un projet qui datait de 10 ans. Il a fallu vraiment se relever les coudes pour pouvoir le faire aboutir. Pourquoi? Parce que la ville de Saint-Laurent s'étant développée. Quand je suis arrivé ici en 86, c'était 10 000 habitants. Actuellement, on est à plus de 45 000 officieusement. Et il n'y avait pas de volonté de me laisser renouveler les installations sur le site. Donc il a fallu se battre pour pouvoir demeurer là, parce qu'on était arrivé à un état de vétusté du matériel avec une productivité qui n'existait pas. Donc à terme une faillite totale. Donc il a fallu se battre pour obtenir l'autorisation d'exploiter, qui n'a pas pu être obtenue, mais on a eu la chance de pouvoir faire un système de déclaration. Donc la déclaration nous a permis de pouvoir dire voilà, nous mettons tout en œuvre par rapport à la réglementation, qui fait qu'aujourd'hui, depuis 2013, on a cette unité complètement refaite à neuf, aussi bien des bâtiments que tout le matériel. Donc ceci nous a amené donc, à améliorer progressivement la qualité du produit, hein. Il reste encore beaucoup à faire. On ne désespère pas, on se donne les moyens. Et la clientèle nous le rend bien, puisque comme je vous disais tout à l'heure, cette année, malgré le Covid et une durée plus longue de récolte, on a augmenté nos tonnages de plus de 20%. De 7 000, on est passé à plus de 9 000. Et en termes de vente, ça a suivi derrière, on a augmenté nos ventes de plus de 20%. Donc des espoirs de pouvoir poursuivre dans de bonnes conditions. Et assurément, parce que c'est vrai que pour Saint-Laurent, les activités économiques en termes de production sont quasiment inexistantes. Quand on pense que le bois a eu ses honneurs dans les années 80 et qu'actuellement, plus de scierie n'existe sur Saint-Laurent. Voilà, donc une fois ici donc, mis au degré, on a une possibilité, ça on le verra tout à l'heure, de mettre du rhum dans des emballages de 4,5 litres ou de 2 litres, avec une petite chaîne qui permet de pouvoir répondre au volume de vente que nous avons. Donc on n'a pas surdimensionné pour ne pas avoir de charge de production trop lourde. Au départ, sur une enveloppe de 5,5 millions, on a fini à 8 et l'année dernière, on a encore investi plus de 2,5 millions avec l'extension de la steppe et puis la partie aménageant de la distillerie. Donc c'est une unité aujourd'hui qui vaut plus de 15 millions d'euros. Mais on a investi 10 millions d'euros. Donc là, c'est le stockage hein, qui est fait au fur et à mesure. On a une capacité de pouvoir faire plus de 2000 cartons en stockage, qui correspond à 2 fois 30 mètres cubes en termes de conteneurs. Destiné au marché local, tout à fait. Principalement. Tout à fait. Je dirais que 90% c'est le marché local. Hein. Donc voilà un petit peu ce qu'on a, on le stocke et on produit au fur et à mesure de la demande. Quoi. On ne stocke pas des cartons bouteillés, on les prépare en fonction de la demande. Okay.
On demande aux grossistes, on vend uniquement aux grossistes quasiment, hein, de nous faire des prévisions sur 3 mois. On en met une cinquantaine en vieillissement pour pouvoir avoir, parce qu'un rhum vieux, c'est à partir de 3 ans d'âge. Et nous, on évite de le vendre avant 3 ans, enfin après 3 ans, parce que il n'est pas suffisamment fait. Donc généralement, les rhums qu'on met sur le marché sont de 5 ans, voire 6 ans. Donc là, c'est la production de cette année. Au mois de septembre, on change de compte. Vous avez dû voir des années 2015, 2013, des stocks qui, en fonction de la demande, sont appelés à augmenter, sans pouvoir en avoir en permanence sur le marché, puisqu'actuellement on est vraiment à flux tendu et on commence à répondre aux besoins de la clientèle. D'accord, donc l'alcool que l'on achète dans les grandes surfaces a au moins 3 ans d'âge. Tout à fait, parce que s'il n'a pas 3 ans d'âge, il ne peut pas avoir l'appellation rhum vieux. L'argumentation, que ce soit vieilli dans des fûts de chêne, américains ou français, moi ce sont des fûts de chêne français, et des fûts qui ont servi à faire du cognac. Hein, donc ce ne sont pas des fûts neufs, les fûts neufs ont vraiment trop de tanins, donc une coloration trop rapide. Donc on prend des fûts qui ont déjà 5 à 10 ans d'âge, que l'on refait une mise en état, hein, vous avez dû voir, on refait les cercles, on refait le nettoyage des fûts, qui permet d'avoir... Tout ça sur place, hein, ici. Non, directement chez le fournisseur. Et on essaye d'avoir les fûts d'un même producteur de cognac. De toute façon, ce qu'on n'est pas, parce que chaque tonnelier a des productions différentes et des clients différents. Donc là, c'est... Ça vient de métropole. Oui, la tonnellerie Bosuet qui nous fait ça. Et voilà. La tonnellerie Bosuet qui nous refait des fûts en état. Généralement, ce sont les fonds qui sont abîmés, donc ils les refont. Et avec le logo de Rhum Saint-Maurice. Fûts qui sont des fûts aussi différents. À une époque, il y avait une rareté de fûts, donc on a pris des fûts de 150 litres qui donnent une coloration plus forte par rapport aux fûts de 320, 350 litres que vous voyez là, qui sont effectivement moins efficaces en termes de coloration. Parce qu'il faut savoir que nous laissons vraiment la coloration naturelle liée par le bois. On ne fait pas de compensations qui sont autorisées par des copeaux de chêne ou des arômes. C'est vraiment le produit brut de fût que l'on vend sur le marché. Les plus anciens datent de quand? Alors les plus anciens, nous avons une petite réserve de chaque. Les plus anciens datent de 97. Mais on a très peu dedans parce que comment on ne fait pas ce qu'on appelle le houillage, c'est-à-dire chaque année vider tous les fûts et les remplir à nouveau, parce qu'il faut savoir qu'on a 7% de perte par année, on fait d'évaporation. Et donc on constate au bout de 6 ans ce qui reste dans le fût. Donc souvent on peut avoir des surprises, il peut y avoir des découlages, des fuites, hein, puisque le bois, vous savez, il travaille. Et, mais ça ne veut pas dire que vous avez des rhums qui ont plus de 20 ans, ce sont les meilleurs. Hein, pour moi, à partir de 15-16 ans d'âge, c'est plus la peine de faire vieillir autant, soit de faire des mix pour pouvoir apporter selon les récoltes, quoi. Pour l'instant, on essaie de produire du vieux en fonction des attentes de la clientèle. Et c'est pour ça qu'on sera amené de plus en plus à faire de la dégustation dans des bars pour pouvoir écouter le consommateur et savoir ce qu'il recherche. On ne cherche pas à faire comme les autres, mais on essaie de faire un produit différent et qui a sa clientèle. Et là, dans les projets que j'ai, c'est de faire des chais au moins de 1000 fûts, mais avec beaucoup plus de contraintes, où on n'aura pas une forte exposition à l'air. Parce que l'ensoleillement fait que l'évaporation est de plus en plus forte. Il faudrait quasiment que ce soit fermé, et qui dit fermé demande plus de sécurité incendie, quoi. Donc tout ça, on évolue en fonction des moyens et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de voir en fonction de la réaction des clients. Donc c'est vraiment une phase de construction, hein, pour que derrière, après moi, je laisse au moins quelque chose qui a vraiment rétabli ses bases et qui donne à la Rhum de Guyane sa différence certainement par rapport aux autres. Hein. Voilà. Et l'avantage qu'on peut dire qu'on a encore, c'est que toutes nos cannes, au jour d'aujourd'hui, sont coupées manuellement et proviennent de petits planteurs
qui quasiment mettent très peu d'engrais chimiques, hein, donc cultivent naturellement un petit peu comme le système d'Abati, quoi. D'accord. Donc ce ne sont pas les meilleures cannes, les meilleurs rendements, mais qui nous donnent malgré tout un rhum qui est apprécié par rapport aussi à notre système aussi de fermentation, hein, que nous avons adopté. Donc sur ces critères-là, bon, je crois qu'on avance. Maintenant, il faut les écrire, il faut les conforter pour que derrière, ça puisse évoluer en fonction de l'évolution aussi, je dirais, du goût du consommateur. Parce que là aussi, il évolue beaucoup, hein. Et ne surtout pas aller dans ce qui se fait dans la Caraïbe, avec les rhums, je dirais, des pays tiers, qui sont surtout des rhums de mélasse. La mélasse, c'est quoi? C'est les résidus de la fabrication du sucre. Et eux, pour donner de la valeur ajoutée à leurs produits, ces rhums sont édulcorés, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 20% d'arômes qui sont ajoutés, par du sucre, tout ce que vous voulez. Et nous, on reste vraiment sur du produit brut. Alors, c'est vrai, dans la gamme de produits que nous avons, on peut avoir des rhums plus brûlants, hein, tels que la cayennaise, hein. C'est une volonté, hein, parce que certains clients trouvent qu'il n'est pas assez fort. D'autres, en majorité, c'est du rhum à 50 degrés qui est la Belle Cabresse. Et puis le cœur de chauffe, qui est un produit vraiment typé, qui n'est pas dans sa vraie définition cœur de chauffe. Mais en fait, qu'est-ce que l'on fait? C'est que quand on fait du rhum cœur de chauffe, c'est du rhum qui coule directement à 50 degrés. Il n'est pas dénaturé, c'est-à-dire que quand on allume la colonne, on enlève les débuts de coulage qui ne sont pas au degré. Et quand on arrête avant de façon à ce qu'on ait une production qui soit vraiment au degré de coulage. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand ils en veulent, on ne trouve pas beaucoup sur le marché, il est plus cher, mais c'est le meilleur pour pouvoir faire des bananes flambées par exemple, puisqu'il n'y a pas la dilution à l'eau pour réduire le degré. On a donc tout le système de sécurité, donc des riades de part et d'autre, des stockages. Ici, vous avez en réserve d'eau plus de 250 000 litres. Vous voyez dans des citernes de 20 000 litres. Nous en avons 4 ici, 4 de ce côté et 4 à l'entrée. Et au cas où il faut qu'on puisse tenir 2 heures avant l'arrivée des pompiers. Parce qu'on considère que l'adduction d'eau de la ville mis en place à mon débit, on devait avoir deux vannes incendie, on a pu en mettre qu'une seule parce que le débit n'est pas assez important. Donc on a dû pallier avec une vanne d'incendie à l'entrée, auquel les pompiers peuvent se ravitailler. Et nous, on réserve 250 000 litres d'eau de façon à permettre, puisqu'on n'a pas le droit non plus de puiser directement dans la crique Balatée. C'est la réglementation qui le veut. Aussi un accueil avec la commune de Saint-Laurent qui va certainement organiser des visites, je pense l'année prochaine, on essaie de faire ça, parce qu'aujourd'hui on est pris de court, et reprendre toutes ces anciennes pièces qui ont servi à faire fonctionner la distillerie et les mettre en avant, hein, parce que comme vous voyez ici, vous pouvez voir des becs de remplissage, c'était ce qu'on avait au début quand on a commencé, une étiqueteuse avec de la colle, un régulateur de pression pour la colonne, donc toutes ces pièces qui à mon avis ont une grande valeur. Une grande valeur puisqu'elles ont permis de faire fonctionner avant. Et que si effectivement il y avait un choix à faire et qu'on pouvait retrouver des machines à vapeur d'actualité comme c'était ici là, ce serait certainement plus économique que de consommer de l'énergie électrique, qui malgré tout pour pouvoir la produire à ce jour est faite en grande partie par de la ressource pétrolière, quoi. Vous avez pensé à créer un musée Tout à fait, j'ai l'intention à l'entrée de la distillerie, là près de la maison du gardien que vous voyez, effectivement essayer de faire, pas vraiment un musée, mais quoi, rappeler ce que ça a été Rhum Saint-Maurice au début, ce que ça a été fait, et puis aménager un petit peu un accueil, pas une boutique parce que pour l'instant la boutique de vente pour le tourisme n'est pas encore suffisamment en avant. Quand les choses se reprendront, mais ça je laisse la charge à l'office du tourisme de le faire. Ils sont plus organisés pour ça, parce qu'on ne peut pas être bon partout. Et vu le tourisme chez nous n'est pas régulier, ça nous cause plus de difficultés que de retour sur les visites, quoi. Donc, les équipements mécaniques viennent d'Inde, hein, c'est simplement de Chénet, mais bien sûr sous contrôle de FIFCAI, qui est une boîte d'ingénierie à Lille, qui était très orientée dans les sucreries, mais qui ne fabrique plus de matériel de sucrerie. Par contre, ont des systèmes de production qu'ils ont encore dans leur concept, quoi. Et tout ça produit par des firmes étrangères, aussi bien au Brésil, ils sont aussi avec des jeunes ventures brésiliens, ils sont aussi en Angleterre,
que ça fait. Là, c'est un bassin de stockage d'eau qu'on a. On n'a pas le droit de prendre l'eau de la crique, donc on a un forage à 10 mètres qui nous donne plus de 60 mètres cubes jour pour pouvoir alimenter tout ce qui est partie du nettoyage des usines. Vous n'avez pas le droit de puiser directement? Non, on n'a pas le droit, c'est interdit. D'accord. Même pour du lavage, j'avais voulu justement faire un plan incliné pour éviter le stockage d'eau. Ouais. C'est interdit. On n'a pas le droit. Donc, Quel est l'avantage d'être à proximité aucun avantage, quand un inconvénient. Parce que vous savez qu'avec l'insécurité qui est notoire sur Saint-Laurent, ben, on a dû s'arranger pour couper tout ce qu'il y avait comme végétation parce que les pirogues arrivaient de nuit, se cachaient dans la mangrove, dans la mangrove effectivement, et s'introduisaient, quoi. Bon, malgré les systèmes de surveillance, on les a abandonnés pour passer carrément avec une surveillance animale. On a une dizaine de chiens créoles et qui sont les meilleurs gardiens, qui alertent au moins les gardiens et qui lui fait partir les gens parce qu'ils savent qu'on peut intervenir, quoi. Donc c'est plus rassurant, mais malgré tout on est quand même sécurisé partout. Donc là c'est tout le stock aussi d'emballage qu'on a. On a des engrais qu'on fournit aussi aux petits planteurs pour ceux qui en demandent, puisqu'ils n'ont pas les capacités d'avoir au meilleur prix, on leur fait au prix de revient, parce que ça les arrête. Et là c'est le nouveau stock de déchets qu'on a mis en place pour pouvoir pallier. Vous ne savez plus trop quoi en faire? Eh oui, tout à fait. Donc voilà, donc ceux qui en veulent, beaucoup de projets dessus, sauf que moi je leur ai dit je veux pas me mettre encore une charge supplémentaire sur le dos, c'est encore notre métier. Et même si je voulais le décider à quelqu'un d'autre, je n'ai pas les capacités sur place de pouvoir le faire. Donc à tout compte fait, il faut le transporter, quoi. Donc là on est reparti sur une montagne comme vous avez vu là-bas, qu'on va encore faire en attendant de trouver une solution. Ça représente plusieurs tonnes, non? Eh oui, tout à fait, je veux dire à peu près, je vous dis 100 mètres cubes tous les jours, quoi. Vous voyez, donc là on vient de commencer, regardez déjà le déchet qu'on a sur une semaine déjà, quoi. Donc ça va très vite. Donc on ne demande que preneur. Là ce sont les citernes d'eau de stockage qu'on a. On en a 4 ici. On en a 4 autres à côté et 4 autres devant. Donc voilà. Là on a quelques pièces encore de la distillerie quand on a tout démoli. Vous voyez, on voit encore un petit peu le chemin quand l'eau arrive à arriver. Ça, elle est quand même pièce assez fort. Avant la filtration, on voit que l'herbe commence à rougir un peu, quoi. Je crois qu'elle doit travailler sur ce bassin en ce moment. Voilà. Et tout ça, ce sont des plantes qui ont été plantées pour pouvoir réduire le colmatage, les turbines en redémarré. En fonction du truc, ça ménage, quoi. Oui, c'est pas sauvage, ça a été planté exprès. Oui, tout à fait. Mais après plusieurs tentatives de plantes. Hein. Ouais. Il fallait trouver les bonnes. Voilà. Donc là aussi, vous voyez, pareil, avec une vanne pompier pour pouvoir s'alimenter directement. Elles sont pleines en permanence. Donc on a agrandi la steppe, là. On en a eu pour 2 millions d'euros, quoi. Et avec les résidus de canne, on pourrait faire de l'énergie, non? Oui, tout à fait. Ben, sauf que l'unité de biomasse, elle est jusqu'à Kourou, quoi. Et donc ça, c'est depuis 5 ans avec la nouvelle unité, tout ce qu'on cumule comme déchets. Donc moi, je l'offre à l'euro symbolique. Il n'y a pas preneur parce que bon, même pour les agriculteurs, pour aider leur plantation et tout, ils viennent en prendre du frais et tout, mais c'est minime, quoi. Parce que c'est un coût, il faut venir la chercher, c'est pas évident, quoi. Et les résultats ne sont pas appropriés par rapport, ils préfèrent encore, pour certains, aller sur des produits chimiques qui leur donnent des résultats plus. Donc là, il y a tout un système de fonctionnement. Là, ce sont les déchets qu'on a quand on distille, ce qui n'a plus d'alcool dedans, donc sont ici, arrivent dans ce bac, sont transférés dans un bassin à côté, au fur et à mesure, vous voyez, donc c'est ce qu'on rejette, hein. Donc c'est chaud, parce que la chaleur, c'est chaud, et c'est renvoyé ici au fur et à mesure. Et les aérateurs permettent de faire descendre le pH. Et une fois que c'est fait, c'est renvoyé dans les bassins de filtration après. On avait un qu'on a agrandi l'année dernière qui n'existait pas, et un autre qui est à côté, quoi. On a 2 bassins. C'est une sacrée installation. Eh oui, tout à fait, et qui coûte cher justement. Parce que là, je vous dis, en termes de consommation, en termes de création. Et là, donc,
Donc tout ça est filtré, ça revient ici et ça repart après dans la cuve de Balaté. Donc on a tout un système de surveillance avec des prélèvements qui sont faits régulièrement par rapport à la norme. Et ça repart ici dans les canaux. Ok, donc vous avez l'obligation de traiter tout ça avant de le jeter Ah oui, dans tout la à fait, nature. avec la norme qui correspond. Quoi. Donc, voilà. C'est ce qui nous a coûté l'an dernier 2 2 millions millions d'euros. d'euros. Ouais. Parce qu'il a fallu, on avait déjà une installation, il a fallu agrandir, parce que c'était insuffisant, parce qu'on pouvait travailler que 5 jours sur 7, alors que là on pourra travailler 7 jours sur 7, avec 80 minutes de rejet chaque jour. Donc là, on va l'optimiser pour passer à réduire un peu notre temps de campagne. Et donc voici un petit peu tout ça. Et là, l'usine fonctionne 7 jours sur 7? Non, on travaille 5 jours sur 5, sur 7. On ne travaille pas le samedi et le dimanche. Même la distillation, c'est-à-dire que on commence la semaine le lundi. Le lundi, on broie. Le mardi, on écrase. 3 cubes, ça fait 2 fois 75 millilitres jour. Le mercredi, on distille ce qu'on a fait le lundi. Le jeudi, on distille ce qu'on a fait le mardi. Et le vendredi, on distille ce qu'on a fait le mercredi. Et ce qu'on aura fait le jeudi est distillé le lundi. Ce qui est fabriqué le vendredi est distillé le mardi. Donc on a une chaîne continue. Pour l'instant, on se contente des 35 heures hebdomadaires et on envisage, pour pouvoir réduire le temps de campagne, à faire un peu plus d'heures par semaine. Donc, tout ça est à voir, comment est-ce qu'on peut initier tout ça. Quoi. Là aussi, c'est Florence Panetti, donc il y a toute l'automatisation qui est dessus. Et là aussi, on est connecté avec celui qui nous a fait tout ça, qui est sur l'ordre. On n'a pas le choix parce que dans ce type d'activité, la compétence n'existe pas localement et d'où la grosse difficulté d'être seul et en même temps l'avantage effectivement d'avoir un certain monopole. Mais croyez-moi que les charges sont compliquées quoi, parce qu'on ne peut pas tout avoir ici. Quoi. Même pour le recrutement de mécanos, de compétences, on est obligé de faire venir à chaque fois des compétences de métropole. Là, on a reçu des tubes de chaudière parce qu'il va falloir qu'on les change. Ce sera pendant une semaine. Quelqu'un qui sera sur place, qui viendra sur place pour pouvoir faire les travaux, pour être sûr de la qualité du travail. Quoi. Donc là, on est sur une surface de 100 hectares. 100 hectares, oui. D'accord. Ils n'ont pas pu entretenir du fait de l'utilisation d'herbicides qui n'étaient plus autorisés, donc tout ça n'a pas été fait. Et la canne, elle met combien de temps pour arriver à maturité? 12 mois. 12 mois. C'est un cycle de 12 mois. Et ça se récolte à la main, ça se tout à la main. Vous allez voir là, c'est dommage qu'on n'a pas le temps de voir charger là, mais on va voir des coupeurs de canne chez un petit planteur qui est là, et puis d'autres qui tirent des cannes qui sont plantées de bonne qualité. Quoi. Donc j'aurais considéré le terrain sur l'euro symbolique, hein, donc ils plantent leurs cannes et tout. Sauf que bon, vous savez, c'est encore le volontariat, ce sont des gens quand j'entends, il faut quand même entretenir correctement. Quand j'entends des petits planteurs, comment dire ça, des artisans avec le Roberto Osseux qui vous disent que les gars n'ont pas le temps de faire de la comptabilité, je dis mais c'est voué à l'échec. Quoi. Si on veut avancer de nos jours, il faut qu'on sache compter, qu'on sache faire des prévisions, et qu'on sache gérer son exploitation. Et on le voit même dans le monde agricole, c'est pas simple. Hein. Les gens n'ont pas compris que certains sont obligés parce que pour avoir des aides, il faut quand même avoir un bilan, je t'ai posé. Mais quand on le voit chez les artisans, combien déposent leur bilan, combien font des bilans, et après ils se plaignent qu'ils sont asphyxiés. Quoi. Pourquoi? Parce que ça reste encore du travail informel. Hein, parce qu'ils sont tous. Il faut se donner les moyens pour atteindre ces objectifs. Il faut se structurer. Je comprends que tout ne s'est pas construit en un seul jour. Quoi. Il faut se structurer, quoi, vous voyez. Je ne sais pas où il est sorti, moi ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venu chez eux là. Je vais essayer de voir si je le retrouve. Ah là, il est costaud. Ouais, non, ça va. Et donc tout ça, ça a été abattu pareil, à la main, parce que le but c'est à la main. Et voilà. Voilà. Là ils ont. Là, on est à l'extrémité de la civilisation là. On revient à je sais pas combien d'années en arrière. Et oui, c'est. Avec des coupeurs de canne. Tout à fait.
Bon, allez, Messieurs, bonjour. on va descendre. Messieurs. Côté patron, côté brotte. Il pas là. Il a dit je t'entends là. Bonjour, bonjour. On lui fait des photos pour montrer qu'il y a niveau de travail. Ça continue parce que je peux regarder. Ok. Alors, où est-ce qu'on est Là, on est chez un petit planteur qui s'est étendu, qui est M. Fontaine Brandt, qui est un ancien coupeur de canne de chez moi et qui a voulu développer son activité. C'est un des plus gros petits planteurs. Comme vous voyez, les conditions de mise en place sont très lourdes pour eux puisque ça n'a pas été déforesté avec des engins mécaniques, mais c'était déforesté manuellement, puisque vous voyez encore des souches de troncs d'arbres. Donc un lourd coût d'exploitation. Donc on essaye de voir comment est-ce qu'on peut les structurer pour pouvoir leur permettre d'avoir de meilleurs revenus, quoi. Parce que quelles sont les conditions de travail là aujourd'hui? mais les conditions de travail, ils sont payés à la tonne chargée, d'après ce que j'ai compris, puisque nous, on achète la canne à la tonne. Si on devait l'acheter à la richesse, il est certain qu'il serait perdant, parce que les cannes n'ont pas de valeur marchande. Donc progressivement, j'essaye de les mettre au bon niveau par de formation par la Chambre d'agriculture. On essaie d'avoir des techniciens pour les encadrer, quoi. Voilà. Et quand vous voyez des bas-fonds comme ça au stagnulo, la canne ne se développe vraiment pas, quoi. C'est vraiment aussi dur le petit planteur, sauf que quand elle a eu des zones suffisamment élevées, avec une terre meilleure, parce que les sols ne sont pas uniformes. On peut passer de la partie argileuse à la partie, pas granit, mais une partie... comment ça s'appelle encore ce matériau, c'est soit de l'argile ou soit de... c'est pas du tuf, c'est de latérite, on a cherché le mot, de latérite. Dans la latérite, rien ne pousse, quoi. Quelles sont les spécificités de cette canne par rapport à nos voisins? Écoutez, ce sont des variétés très anciennes, qui sont des cannes de Barbade, la B51-129, il y a un peu de tout. Donc c'est pour ça que j'ai implanté de nouvelles variétés qu'on essaye de multiplier, et voir d'abord les rendements. Il faut compter 5 ans sur la mise en place d'une certaine variété dans le département. Et une fois les rendements seront appropriés, on pourra leur rétribuer de façon à améliorer leur rendement, quoi. En parlant de rendement, pour une quinzaine d'ouvriers, il faut compter combien de Écoutez, normalement, un bon coupeur de canne dans de bonnes conditions coupe 4 tonnes de canne. Là, le fait qu'il faut faire des paquets, tronçonner et tout, ils sont sur des moyennes de 2 tonnes. 2 tonnes. Bon, ça, ce sont des chiffres que j'avais quand moi j'exploitais moi-même. Dans de bonnes conditions. Maintenant, les petits planteurs, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils travaillent, mais bon, ils sont payés aussi à la tonne, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et ça reste quand même très 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 pénible. Il faut s'en rendre compte, vous avez dû entendre tout à l'heure. Il propose de pouvoir couper déjà en grande longueur, de façon à une partie de la pénibilité soit compensée par de la mécanisation. C'est-à-dire derrière, il faut une armada de remorques, il faut des chemins organisés, tout ça. Et là, ils ne sont pas prêts à pouvoir supporter tout ça, quoi, sans les aides, quoi. Et en même temps, des études qui ont été faites pour des petites surfaces, puisque nous aussi, on est très limité en termes de besoins. On va aller à 10 000 tonnes de canne, mais on ne pourra pas aller au-delà, quoi. Autrement, ça serait une récolte trop longue. Donc, tout est à voir en fonction de l'évolution. Pour l'instant, ça peut se faire encore manuellement, c'est fait. Mais il est certain qu'à un moment donné, ça sera de la mécanisation, mais c'est un choix à faire. Est-ce qu'on veut faire plus de volume ou est-ce qu'on veut faire une qualité différente? Quand je dis souvent à mes homologues qui parlent souvent de rhum bio avec de la canne bio, je dis mais chez nous, si on regarde bien,
on a déjà de la canne bio puisque la plupart des petits planteurs ne mettent pas d'engrais. Ils font le système d'abati, hein. On abat la forêt et pendant 4-5 ans, on récolte ce que ça donne, quoi. Donc les rendements vont vraiment en diminuant, quoi. On n'aura pas du 120 tonnes hectare, quoi. On aura au mieux, dans de bonnes conditions, du 80 tonnes hectare. Mais la moyenne peut se situer dans ces conditions-là à 60 tonnes hectare. Donc ce qui n'est pas très acceptable alors que la plante a besoin effectivement de nutrition. Et dans nos sols, sans fumure, c'est compliqué de pouvoir faire mieux. On peut demander ton dette qui ton nom? Voici Jean-Michel, D'accord. Depuis qui date tu as coupé la canne ici? 2016. Ouais. Alors boulot il raide, il pas. Bon, travail, pareil, travail pas difficile, travail pas facile. Pour gagner, il faut travailler. On ne peut pas arrêter comme ça pour mon abaou. Pour gagner, il faut travailler. Travail pas jamais. Okay. Tu as commencé à quelle heure, tu as fini à quelle heure? Moi, j'ai commencé de 6h ou 17h. Okay. Ouais. Tu as fait une pause? Oui, nous avons fait une pause midi. Voilà. Et tu voulais continuer encore longtemps? Qui a fait ça? Si je veux continuer à faire ça, oui, je vais continuer. Depuis que je travaille, je vais continuer. Jusqu'à la fin. Super, merci. D'accord. On est loin de la ville là. Là, et pour planter la canne, ils sont également rémunérés? Oui, tout à fait, c'est planté manuellement. L'idée là, qui sert à faire la production en fonction des besoins. Donc là, on fait de la cayennaise par rapport à la demande. Ça va donner? Donc voilà, c'est très manuel qui sert à faire à peu près 1500 bouteilles à l'heure. Donc on a une stérilisation des bouteilles. Ici, on a le remplissage. À côté, le bouchonnage. Le marquage du lot. Et là, l'étiquetage et la mise en carton. On arrive à faire, là il en manquait, il y a quelques mois, on arrive à faire 600 cartons jour pour la journée entière. Là, ils ont commencé en milieu de l'année, en moins. Donc voilà, ça correspond à notre volume de vente qui est proportionné au marché. C'est la peine d'avoir la consulté qui va travailler 2 jours et après on n'a plus rien à faire. Là, il travaille tous les jours en fonction des produits en place. Pareil, ça va faire plus de 35 ans qu'il est avec moi. Combien? 35 ans. Et Tony? 35 ans, il est plus moins. 35 ans qu'on travaille plus moins. Hein? 1975. Non, pas 75, parce que mon point ici à 86. C'est pas 75, ça fait... Oui, mais c'est 35 ans, c'est pas 75. Voilà. C'est 86. Et puis lui, Charlery, qui est de Saint-Laurent aussi. Puis, ça fait combien de temps qu'il est là? 3 ans? 4 ans qu'il est avec moi aussi, donc j'essaie de les fidéliser. C'est un nouveau niveau, donc il s'occupe de la partie sociale. Quels sont vos souhaits pour la rubrique Saint-Maurice? Qu'est-ce que vous souhaitez pour les années qui viennent? La bourrie de Saint-Maurice, je souhaite que ce soit mieux connu par les Guyanais. C'est vrai qu'on ne fait pas de visite parce qu'on est dans une installation ICPE. Il faut qu'on organise correctement
les visites sécurisées pour éviter souvent des touristes, malgré les affiches qui pourraient être faites, ont tendance à s'allumer une cigarette. Et ça, c'est très dangereux. Donc on est en train de travailler avec la commune de Salon, avec l'office du tourisme plus exactement, pour organiser des visites. Je pense en 2021, ça sera vraiment opérationnel. De façon à ce que les gens connaissent mieux le patrimoine et qu'ils sachent qu'en Guyane, on fait du bon rhum et on peut encore faire quelque chose de meilleur si effectivement les compatriotes nous font confiance et qu'on rayonne un petit peu sur toute l'Europe. Voilà un petit peu ce que je souhaite, et puis que ça dure aussi, surtout que ça reste vraiment un patrimoine guyanais.